Maintenant, on va voir la dernière partie sur les origines de la physique quantique. C'est parti. La dernière partie concerne les ondes de matière. On va voir maintenant que toute particule peut être vue comme une onde. En tout cas, on va voir que chaque particule a une caractéristique que ont les ondes, c'est-à-dire la longueur d'onde. On peut associer à chaque particule une longueur d'onde appelée longueur d'onde de Broglie. C'est la longueur d'onde d'une onde qui décrit les positions que peut occuper une particule. Okay. Au plus la particule est massique, au plus la longueur d'onde est grande. Et du coup, sera infinie, tellement infinie que l'onde, en fait, il n'y a plus d'oscillation d'onde. Parce que la longueur d'onde, la distance entre deux bosses d'une oscillation, elle sera tellement élargie qu'il n'y a pas d'oscillation, donc pas d'onde. Et quand la longueur d'onde, on va dire, quand la particule est de masse très très petite, eh bien, on voit que la longueur d'onde se rapproche et est petit. Et à ce moment-là, c'est vraiment pas déconnant de dire qu'on peut associer une onde à une particule. Et vous allez voir que tout ça tiendra sens quand on va faire des expériences pour vous montrer un peu. En gros, tout ça a été montré par des expériences. Et du coup, voilà. On commence. L'idée que la lumière possède à la fois une nature ondulatoire et une corpusculation. Je recommence. L'idée que la nature possède à la fois une nature ondulatoire et une nature corpusculaire s'est implantée progressivement en 1905 et 1923. Cependant, les autres formes de matière étaient interprétées uniquement sur base de la notion de particules. Okay. En 1923, Louis de Broglie ou de Broglie, je ne sais plus, Louis de Broglie a avancé l'hypothèse révolutionnaire qu'une onde est associée à un mouvement de tout type de particules. Je recommence. Louis de Broglie a avancé l'hypothèse révolutionnaire qu'une onde est associée au mouvement de tous. Attends. Est associée. Ok. Une onde est associée au mouvement de tous les Une onde est associée au mouvement de tous les types de particules. Okay. Cette notion ne dépend pas du fait que les particules possèdent une masse ou non. Okay. Cette hypothèse a été vérifiée expérimentalement pour les électrons dès 1927. Clinton J. Davidson et Lest H. Germer ont observé un effet d'interférence lors de la diffusion d'électrons par un cristal. Depuis lors, les effets d'interférence entre les ondes associées à de nombreux types de particules ainsi qu'à des atomes et des molécules ont été observés dans de nombreuses expériences. Ces ondes sont appelées des ondes de matière. Ok. En gros, on a fait une expérience dans laquelle on diffusait on faisait une diffusion. Attends. On faisait je pense qu'on envoie un électron à travers un cristal et le cristal le diffusait. Et du coup, en gros, quand un électron passe à travers un cristal, eh bien, de l'autre côté du cristal, à la sortie du cristal, eh bien, on voit que l'électron, en fait, a le même pattern qu'avait la lumière quand on faisait avec la fonte de Young. En gros, on observait une figure d'interférence. C'est-à-dire qu'on bombardait d'électrons le cristal et ça sortait à travers le cristal, mais derrière le cristal, il y avait un tableau dans lequel on voyait les positions qu'occupait l'électron, quoi. Et on voit que en fait, c'était une position ondulatoire. C'était une position qui ressemblait à ça. Genre, ça ressemblait à... Voilà. Si je devais mettre un graphe d'intensité en fonction de... Je veux de quelle valeur, de quelle grandeur c'était. En fonction de... ça c'est... Je sais plus. En tout cas, voilà. Si... ça c'est ce qu'on obtenait. La plupart du temps, on avait... ok, du coup, ça c'est juste une distance, on va dire. Ça, c'est la distance entre... Ça, c'est le tableau, on va dire. Ça, c'est la longueur du tableau. Je vais juste mettre une distance. Okay. Et du coup, voilà. On voyait que... il y avait plein d'électrons qui se trouvaient ici. Plein ici et rien ici. Et du coup, cette figure-là,
Ça, c'est ce qu'on obtenait avec la lumière quand on faisait passer la lumière à travers plein de fentes petits. Et du coup, on obtenait ça. Et ça, c'était juste une figure d'interférence. Parce que même si on faisait ça avec une vraie onde, par exemple, les ondes de matière, genre l'eau là, dans une bassine d'eau, eh bien, on faisait traverser, on va dire, deux pores petits. Ok. Eh bien, on voyait qu'ils formaient comme ça, des enveloppes. Et pareil, ici aussi. Et ça faisait que, attendez, ah, ça veut dire que là, il y avait plus d'eau que, voilà. Vous voyez, on voyait qu'il y avait plus d'eau ici, voilà. On voyait le même figure, en gros, ça c'est la signature d'une onde. Toute onde, quand ils s'interfèrent entre eux, quand on va dire qu'ils s'annulent ou bien augmentent, eh bien, on obtient ça à la fin. Bref, ça veut dire que on a fait ça avec l'électron à travers un cristal et on a eu ça aussi. Et donc, on conclut que c'est aussi une onde parce qu'il a la particularité de interférer comme une onde. Et donc, bah, l'électron a une particule, enfin, a une propriété que a les ondes, qui est l'interférence. Et du coup, bah voilà. Et du coup, bah, vu que l'électron compose tout atome et toute matière, eh bien, on dirait que toute matière possède des caractéristiques ondulatoires. Et du coup, pourquoi bah, on va dire, mon stylo ici n'est pas une onde. On va voir pourquoi, parce qu'en fait, ça dépend de la longueur, enfin, ça dépend de la longueur d'onde, enfin, la masse du truc là. Bon, ici, on dit que ça ne dépend pas de la masse, mais on va voir un peu plus d'explications par la suite. On va voir si ce que je dis ça tient la route. Bien sûr, avant de lire, hein, je sais un peu ce que je pense, et puis on voit si c'est juste ou pas. Du coup, voilà, je disais quoi? Ok. Les ondes de matière sont caractérisées par une longueur d'onde précise, qui dépendent de l'impulsion P de la particule ou du système de particules. La longueur d'onde de Broglie est donnée par, et là je vais l'écrire, lambda égale à, ah j'ai oublié, je sais qu'il y a un P en bas, mais, ah oui, H sur P. H sur P. Voilà. Bon, le P, on peut le faire aussi. Ok. Pause parce qu'on appelle. Du coup, voilà. Ça, c'est la longueur d'onde associée à toute particule. Et vous voyez que bah, ici, au dénominateur, il y a le P. Le P, c'est quoi? C'est masse fois la vitesse. Et du coup, la masse est au dénominateur. Au plus la masse est grande, au plus, bah. Ah oui, en fait, regardez. Le H, en fait, le H, il vaut quoi? Il vaut, je rappelle, hein, 1,603 et quelques. Ok? Fois 10 posant moins 19. Il me semble, hein. Je ne sais plus, joule seconde. Et du coup, voilà. Pour que le lambda soit signifiant, il faut que à la fois ce qui est en bas soit égal à ça pour qu'on ait au moins lambda égal à 1 ou bien égal à. Enfin bref. En gros, pour les masses de grande taille et tout, on aura par exemple 1 kg, on va dire 1 kg. J'aurai 1 fois par exemple 1 mètre par seconde. 1 fois 1, ça fait 1 ici. Du coup, ça veut dire que j'ai une longueur d'onde de moins 19. Ok? Du coup, moins 10 pour moins 19, c'est très petit pour observer quelque chose, je pense. Enfin, je sais pas. On verra un peu tout ça après. Mais en tout cas, voici la formule de la longueur d'onde de Broglie. Et donc, elle est égale au quotient de la constante de Planck par l'impulsion de la particule. La longueur d'onde la longueur d'onde de Broglie caractérise une onde qui accompagne le mouvement de la particule et dépend de sa vitesse. En supposant que l'onde et la particule se propagent dans la même direction, okay, introduisons un vecteur d'onde K orienté dans la direction de P du mouvement de la particule et dont la norme est 2 pi sur lambda. Okay. La relation de la relation de Broglie s'écrit aussi sous la forme s'écrit sous la forme générale de P égale à H bar fois K. Ok, on a déjà vu ça. La formule introduite pour le photon est donc en fait valable pour toute particule.
En se basant sur la notion de relativiste de quadrivecteur, la relation entraîne pour toute particule une relation entre l'énergie et la fréquence. Une relation qu'on connaît déjà, c'est E égale à H bar oméga, mais bon, ça on connaît déjà. Cette généralisation montre l'universalité de la constante de proportionnalité apparaissant dans plusieurs équations, qui est H bar en fait, le H bar. Ok, c'est pas intéressant tout ça. Lors de la propagation d'une onde, les grandeurs oméga et k sont reliées par une relation appelée relation de dispersion. Encore une fois, on le savait. En gros, oméga est égal à une fonction de k, quoi. Il y a un lien entre oméga et k. Et seules les ondes ont cette relation. Cette relation est générale et en général différente de 2.22. Je ne sais plus ce que ouais, okay. En gros, c'est différent de ce qu'on avait vu avec la lumière. Mais là, maintenant, là, maintenant, on généralise. Hein, les ondes ont une relation de dispersion. Mais voilà. Celui de la lumière, c'est quoi? Celui de la lumière, c'est sur un K sur C ou K fois C, je ne sais plus. Et voilà. Ces relations, ok. Les propriétés de l'onde associées au mouvement d'une particule sont discutées au chapitre 3 et son interprétation physique, qui est délicate, sera présentée au chapitre 4. En gros, l'onde qu'on attribue à la particule, on va dire, on va l'interpréter d'une manière. On va prendre une sorte de pincettes quand on va l'interpréter. Parce que là, maintenant, on dit que chaque particule. De Broglie propose que chaque particule, on lui associe une onde qui accompagne son mouvement. Ok. Mais là, maintenant, tu vois, cette onde-là, elle aura une expression. Et l'expression de l'onde, on va dire que on va lui donner un sens après, quoi. Pas tout de suite. Et du coup, voilà. Les ondes de matière sont mises en évidence par des expériences où l'on associe au mouvement d'une particule et amené à interférer avec elle-même. Le schéma d'une telle expérience est présenté à la figure 2.7. Un faisceau de particules est envoyé sur un écran E1 comportant deux fentes séparées par une distance suffisamment petite. C'est ce qu'on a fait, c'est la même expérience qu'on a fait avec l'eau, mais on le fait avec l'électron. Et du coup, le faisceau de particules est envoyé sur un écran E1 comportant deux fentes séparées par une distance suffisamment petite pour que la longueur d'onde de Broglie ne soit pas négligeable. Les particules qui sont passées par ces fentes et atteignent un écran E2, un détecteur D dont la position peut être modifiée permet de mesurer le nombre d'impacts de particules sur un écran. Pour chaque position du détecteur, on enregistre le nombre de particules détectées pendant un certain temps fixe. On obtient ainsi des courbes présentant des maxima, ok, et des minima typiques des interférences des deux ondes. Insistons cependant sur le fait que ce sont des particules qui sont envoyées vers les fentes. La lueur de ces figures d'interférence est représentée schématiquement sur la partie supérieure de la figure. Les résultats d'expériences réelles effectuées avec des neutrons sont présentés sur la figure 2.8. Les interférences sur la figure 2.8 correspondent à des neutrons de base d'énergie, ok. Leur impulsion est de données, ok, on s'en fout. Et leur longueur d'onde, ok, on s'en fout. La figure d'interférence, bon, là, fait ça partie. Le neutron, bon, pour l'instant, on fait du blabla. Ok. 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 La figure 2.9, qui est la figure, on va dire, qui est ici, non, pas ici, non. Bon, là, je vais juste lire pour moi, c'est-à-dire que allez à la fin de la vidéo, parce que pour l'instant, ce sera pas intéressant, je pense. Enfin, je sais pas. La figure 2.9 correspond à une expérience similaire réalisée avec des atomes de sodium et avec des molécules de sodium. C'est-à-dire avec des systèmes beaucoup plus complexes et beaucoup plus étendus que les neutrons. Les franges d'interférence obtenues avec les molécules Na2 sont représentées sur la partie droite de la figure. Sur la partie gauche sont représentés les points expérimentaux obtenus avec faisceaux contenant un mélange d'atomes de Na et de Na2.
possédant la même vitesse. Le nombre d'impacts correspond à la somme des nombres d'impacts d'atomes Na et de molécules Na2. La figure A représente donc une superposition de franges qui serait obtenue avec chacun des deux faisceaux séparés. La différence entre A et B donne des franges obtenues avec les atomes seuls. On observe que certains maxima disparaissent quand on effectue ces différences. Le résultat remarquable est donc que les franges obtenues avec les atomes seuls sont en espacement double des franges obtenues avec les atomes, avec les molécules. Ok. En français, ça veut dire quoi? Ces résultats est en parfait accord avec la formule 2.27, je sais pas, pour des particules de même vitesse. En effet, le rapport de longueur d'onde vaut ok, où M et son ok, les masses atomes, c'est déjà ok. Des figures d'interférence peuvent aussi apparaître naturellement lors des collisions entre des particules identiques. Ok, obtenu lors des mesures effectuées sur les collisions entre deux noyaux de calcium. Ok. Des oscillations des résultats sont dues à l'interférence des deux ondes différentes qui conduisent aux mêmes observations à cause de l'identité des deux particules. Ces résultats est relié au principe de Pauli qui sera discuté au chapitre 7. Okay. Les oscillations des résultats sont dues à l'interférence des ondes différentes qui conduisent aux mêmes observations à cause de l'identité de deux particules en collision. En gros, quand deux particules sont en collision, eh bien, ils donnent des choses. Laisse tomber. On verra ça au chapitre 7. Les objets macroscopiques possèdent en principe aussi une longueur d'onde de De Broglie. Cependant, la constante de Planck est très petite à l'échelle macroscopique et les longueurs d'onde correspondantes sont tellement petites qu'il n'est pas possible de les observer. Ok. On va juste parler d'une dernière chose qu'on appelle dualité onde-particule. Et puis, promis, ce sera fini. Donc, pour l'instant, en 3 mots, ce que j'ai. Enfin, ça n'a pas dû être chouette hein, de lire cela à voix haute pour vous à entendre. Mais voilà, en fait, j'ai lu ça parce que c'est vraiment pas intéressant. En fait, ça ne m'intéressait pas, c'était vraiment du blabla pour rien. Mais en gros, ce que j'ai compris, c'est que, tu vois, l'expérience qu'on a fait avec l'eau ou bien la lumière, on l'a refait avec les électrons. Et on a observé un truc comme ça, avec des maxima et des minima. Okay. Et ça, c'est typiquement un truc d'interférence qu'on obtient avec les ondes. Et du coup, bah, voilà. On dit aussi que, bah, à cause du fait que la constante de Planck est ici et que les masses grandes sont en bas, eh bien, en fait, on aura en réalité, pour les particules grandes, comme un objet que tu vois de la vie de tous les jours, eh bien, la longueur d'onde de De Broglie sera très petite. Et donc, on ne peut pas observer des figures d'interférence. Genre ici, la longueur d'onde ici est quand même un peu grande. Hein. Du coup, on voit un peu, tu vois, les figures d'interférence. Mais pour les particules macroscopiques, eh bien, la longueur d'onde est tellement petite qu'on ne voit rien. On voit juste un dash ici. Et donc, bah, ça veut dire que bah, on voit juste un dash. On ne voit pas de figure d'interférence. En gros, on ne pourra pas observer de figures d'interférence avec des particules macroscopiques. Seul avec des particules microscopiques. Seul avec des particules microscopiques comme l'électron, parce qu'eux ils ont une masse, on va dire, petite. Seul avec eux qu'on peut observer une figure d'interférence de longueur d'onde lambda. Et sinon, non. On dit aussi que l'onde qui accompagne le mouvement de la particule suit sa même direction. En gros, là où va aller l'onde, enfin là où va aller la particule, eh bien l'onde va le suivre. Okay. Et vous voyez, cette oscillation-là correspond aux positions que peut occuper la particule une fois que elle. Enfin, tu vois, en gros, c'est comme si on te disait que ça c'est. Vous voyez, tu vois le premier. Attends, je vais redessiner. En gros, genre au début, genre au début, tu as, on va dire, une onde qui accompagne la particule. On va dire que la particule avance, ok? Et ben il y a une onde, c'est bien sûr sphérique, hein. L'onde est sphérique. Hein.
Du coup, l'onde, il y a une onde qui entoure l'électron. Ok, ils avancent en même temps. Et arrivé ici, eh bien, tu vois les ondes, c'est comme si c'était, on va dire, une enveloppe. C'est comme si c'était un manteau de l'électron. L'électron a un manteau. Et son manteau, c'est juste des ondes, enfin, c'est juste une onde. C'est une vraie onde, sauf que bah, on ne sait pas de quelle nature elle est. C'est une onde, on va dire, qui bah, il accompagne quoi. Quand toi, tu as ton manteau, et bien tu marches, et bien ton manteau te suit. Ok, bah, voilà, c'est la même chose. Ici, l'onde qui accompagne l'électron, ok, ici c'est un électron, l'onde qui l'accompagne, on va dire, il le colle quoi, il le suit quoi, il suit sa même direction, et du coup, bah voilà. On peut d'ailleurs associer à l'onde un vecteur d'onde qui est proportionnel à l'impulsion de l'électron, à sa vitesse quoi. Et du coup, voilà. Et voilà. Et du coup, vu que c'est une onde, toute onde, quand ils traversent les deux fentes comme ça, eh bien, ils ont des figures d'interférence. Et du coup, bah, on a ça du coup, et on a ça, ok. Et du coup, tu vois là où il y a ça là, ça là, ça là, et bien là, c'est là que l'onde peut aller. Pareil pour ça, ou pareil pour, attendez, pareil pour ça. En gros, ça c'est, en gros, on aura des ici, on aura plusieurs possibilités pour que l'électron se cogne. Du coup, l'électron, il va se cogner soit ici ou ici. Parce que l'onde, en fait, en gros, dis-toi que quand il y a deux parties de l'onde qui se touchent, eh bien, il y a plus de chances que l'électron aille là que ailleurs, quoi. C'est un peu ça, ça peut ça. Et du coup, bah voilà. Tout comme l'onde, tout comme une onde normale, on observe une figure d'interférence. Tout comme une onde normale, eh bien pour l'onde qui accompagne l'électron, ce sera la même chose. Sauf que maintenant, bah, l'électron, en fait, l'électron, il va aller là où il y a le plus de manteaux, enfin, ça c'est ce que fait l'onde de l'électron. Ok, bah, là, l'électron va aller soit là où bah, l'onde est plus intense, là où son manteau est plus intense. C'est ça où va aller. C'est comme quand le manteau il tient chaud, et bien là où on va dire que le manteau il tient chaud. Tu le coupes en plusieurs parties, et bien les parties qui tiennent le plus chaud dans le manteau, c'est là où tu vas aller. C'est un peu bizarre comme exemple, mais c'est pour que tu comprends. En gros, là où il y a plus de ondes, c'est là où l'électron peut aller. Mais il peut aller vu qu'il y a un électron, il va aller soit là, soit là, soit là, soit là. Un des endroits là, et c'est bon. Et du coup, c'est ça un peu que Brûle. C'est ça que De Broglie voulait dire. Et du coup, par la suite, ce qu'on racontait, c'était des trucs pas intéressants. C'était lié à des expériences qu'on a fait avec des atomes et des molécules, mais bon, je vois pas trop l'utilité. En tout cas, moi, ça me plaît pas et du coup, je vois pas trop l'utilité pour l'instant. Je verrai l'utilité quand je verrai les slides, les choses se souligner en rouge. Si ça apparaît ou pas. C'est tout, hein. On va lire la dernière partie dualité onde-particule. Pour mieux comprendre le fait que les caractères onde et particules sont indissociables, revenons sur le principe de l'expérience à deux fentes, qui produit. Au moins deux questions fondamentales se posent. Comment concile une figure d'interférence type Comment concilier une figure d'interférence typique d'un comportement ondulatoire avec le fait que ce sont des particules qui arrivent une à une sur les détecteurs où cette figure est observée? Par quelle fente les particules passent-elles? Ok, en gros, là on spécule un peu. Bon, ok, là c'est pas intéressant, je trouve. Enfin, ok, je skip. Franchement, ça me donne pas envie de lire et voilà. En gros, là, deux questions se posent. Quand il y a deux fentes, ok, comment savoir vers où va aller l'électron? Là, on voit le résultat. Mais à l'avance, est-ce qu'on peut prédire où va aller l'électron? Parce qu'on sait que, on sait que, ok, maintenant il va aller là, maintenant il va aller là. Comment on peut savoir? Parce que là, on peut avoir juste, là, on a seulement les résultats. Comment peut-on savoir à l'avance comment il va aller? C'est comme quand tu as une catastrophe qui se passe, ok, tu as vu le résultat, mais est-ce que tu peux prédire à l'avance la catastrophe? Des fois non, des fois oui. Ici, on voit qu'on ne peut pas le prédire à l'avance, mais on peut prédire la probabilité qu'il se trouve, il passe là ou là. Ou bien, en gros,
grâce au résultat, on peut interpréter, on peut déduire de ce qu'on peut avoir. Mais bon, ça c'est le début. Après, on s'est dit que comment on peut généraliser ça pour que maintenant, à l'avance, on connaisse ces probabilités pour que l'électron apparaisse ici, ici, ici ou ici. Et du coup, ça, là, on va voir ça avec l'équation de Schrödinger. C'est une équation qui décrit, on va dire, ce onde qui accompagne l'électron, eh bien, ou bien une autre particule. On va voir qu'il y a une équation qui décrit son comportement, tout comme une onde normale a une équation d'onde. Eh bien, l'onde qui accompagne l'électron, ou bien toute particule quantique, tout particule, on va dire, l'onde qui les accompagne, eh bien, cette onde-là aura aussi son équation d'onde. On verra comment elle se décrit. Et on verra que si on résout l'équation d'onde, on aura une fonction d'onde, une fonction qui est la solution de l'équation d'onde, qui, on va dire, c'est elle qui va nous donner la probabilité de trouver l'électron à un endroit donné. Bien sûr, ce n'est pas elle directement, on va faire une opération et l'opération va donner les probabilités. On verra tout ça dans la prochaine vidéo qui s'appelle équation de Schrödinger.